Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Je vous donne tout de suite les titres de ce 20h. Elle a été mandatée pour 1 an. À 2 mois de la fin de sa mission, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a fait aujourd'hui le point de ses activités au président Alassane Ouattara. Elle annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour novembre prochain. Les conditions de travail des ministres-gouverneurs, le fonctionnement des districts autonomes et leurs relations avec les structures déconcentrées et décentralisées. C'est de cela que les ministres-gouverneurs des districts autonomes ont parlé avec le chef du gouvernement ce mardi. La lutte contre l'orpaillage clandestin, un combat de tous les instants, tant ses conséquences sont nombreuses et désastreuses. Le dossier Ecopus ce soir est consacré à la question et vous verrez en exclusivité des images d'une opération de démantèlement effectuée en pleine nuit à Oumé, dans la forêt classée de la Ténée. Et puis cette célébration des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, c'est le plus vieux média du pays. Il émet depuis le 26 octobre 1961. Les festivités marquant ce soixantenaire ont démarré ce mardi par une cérémonie officielle et elles vont se poursuivre toute la semaine sur les antennes. Bienvenue, bonsoir à tous. Sa mission prend fin le 31 décembre prochain. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a été reçue par le président Alassane Ouattara. Elle a fait le point après une année d'activité sur le terrain. Chiram Kofi Abola. Nous sommes au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'hôte qui a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara s'appelle Mariam Dao Gabala. Elle est la présidente du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala est venue faire au chef de l'État le point de ses activités à 2 mois de la fin de la mission qui lui a été assignée pour 1 an à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club. Et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. La présidente du comité de normalisation de la FIF a par ailleurs indiqué avoir saisi l'occasion pour solliciter l'appui financier du président de la République, Alassane Ouattara. Cela en vue d'une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football en attente de ces 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du monde de football prévue au Qatar en 2022. Les ministres-gouverneurs des districts autonomes ont eu une séance de travail avec le Premier ministre. Ils ont fait à Patrick Hachi la synthèse de leurs préoccupations, dont les conditions de travail pour la réussite de leur mission de développement. Le point avec Abou Sanogo. Après sa réunion de prise de contact le jeudi 24 juin dernier avec les ministres gouverneurs des districts autonomes pour échanger sur les sujets relatifs à l'exercice de leur mission, le Premier ministre Patrick Hachi a eu une séance de travail avec eux ce lundi 25 octobre pour faire la synthèse de leurs préoccupations immédiates. Il s'agit au total de 17 préoccupations qui se rapportent entre autres aux conditions de travail des ministres gouverneurs, au fonctionnement des districts autonomes et aux relations avec les structures déconcentrées et décentralisées. Vous avez donc bien voulu nous faire parvenir un document qui puisse au moins servir de base, disons, de travail. Cette séance de travail que nous allons avoir est celle qui va nous permettre de mieux comprendre les préoccupations que vous avez mises, de façon à ce que celles pour lesquelles il est possible de trouver une réponse dans l'immédiat, naturellement, on le fera. Une initiative saluée par l'ensemble des ministres-gouverneurs et leurs tutelles. Nous avons abordé toutes les préoccupations qui étaient les nôtres. Le Premier ministre a apporté les réponses. Nous repartons très satisfaits et chacun de nous va s'engager à donner le maximum qu'il peut sur le terrain
pour que très bientôt vous voyez les résultats que nous sommes en capacité de produire. Sur la session du Premier ministre, ce genre de rencontre va se tenir pour permettre encore une fois au ministre-gouverneur de répondre présent aux préoccupations non seulement des populations, mais pour travailler dans l'esprit de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a trouvé nécessaire d'instituer cet outil de développement qu'est le district autonome. D'autres rencontres sont prévues pour approfondir les réflexions sur les questions portant sur l'exercice des missions des ministres et gouverneurs. Des membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Après ces échanges hier lundi, le Premier ministre Patrick Achi est aujourd'hui dans le Grand Nord. Plusieurs visites à son agenda, notamment des plantations, des usines de transformation de matières premières comme l'anacade, le coton ou encore la mangue. Alexis Ouedraogo. Patrick Achi dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Korogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt la réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Cap sur l'étape 2 de cette tournée. Une rizière que le Premier ministre observe de bien près, au grand bonheur des riziculteurs. Il a marché avec nous, il est rentré dans les rizières. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour nous qui sommes les acteurs, les encadreurs du monde rural, nous sommes très fiers de lui. Et à quelques pas du site, l'exemple de la vision d'industrialisation des productions locales, une unité de production en charge de la transformation du riz. Nous avons pu voir tout à l'heure le cas du riz qui est produit ici et qui peut être transformé ici, qui est mis en sachet pour nos supermarchés et pour nos différents marchés. Donc l'idée est de travailler sur la compétitivité de ces unités industrielles pour que le prix final soit au même niveau, sinon inférieur au prix du produit importé. À quelques encablures, une plantation école d'anarcade sur une parcelle réhabilitée. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Le Premier ministre est venu ici, vraiment ça nous a encouragés pour travailler. Il reste le challenge de la transformation et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Comme vous avez pu voir, la zone industrielle que nous sommes en train d'aménager est une zone qui va permettre donc l'installation de 7 grandes unités de transformation et qui est susceptible de créer entre 5 et 8 000 emplois directs dans la région de Poro. Des actes concrets salués par la Banque mondiale. On a vu la zone industrielle qui est en train de se développer et on finit maintenant avec le champ d'anacarde et de voir des coopératives de femmes qui sont parvenues à augmenter leur productivité de façon significative, la doublant en moins d'une année. Et ça c'est vraiment impressionnant parce que ça donne de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire maintenant est devenue le plus gros producteur d'anacarde au monde et deviendra, on l'espère, le plus gros transformateur d'anacarde aussi au monde. Autre site, autre production, ici une unité artisanale de fabrication de beurre de karité, fierté pour la région, mais encore peu moderne dans son processus d'extraction. Il y a une marmite qu'on a filtrée là-bas, on a filtré. Maintenant, ce qui est filtré là-bas, c'est ce qu'on a puisé pour venir faire ça là. Maintenant, c'est le produit fini qui est là. Nous, on dit merci à l'État pour tout ce que l'État a fourni pour nous. Vraiment, on félicite l'État. Maintenant, nous, on voulait qu'il n'a qu'à faire plus que ça là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener tous ces groupements de femmes à être organisés dans une filière, comme c'est le cas du café cacao, du coton en arcade. Une transformation très attendue sur le marché international du Made in Côte d'Ivoire qui séduit déjà. Il y a une demande très forte sur le marché international, aux États-Unis, en Europe, partout. Donc c'est une véritable filière. Mais elles ont du mal à écouler parce que justement, il y a une question certainement de packaging, de distribution. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre, mais bon, c'est vraiment admirable le travail qu'elles font. Et voilà, c'est une des filières vraiment qui mérite d'être aidée. Dernière étape agricole, une plantation de mangue. Ce qu'on appelle les rejetés, ce sont des mangues qu'on transforme, la mangue séchée. L'industrie à ce jour perd plus de 60% de ses récoltes. La vision du gouvernement est la même pour le secteur, plus d'appui.
Entre deux visites, le chef du gouvernement marque une pause pour saluer les acteurs des filières coton, anacarde et mangue. Patrick Hachi présente la vision du chef de l'État d'impulser des champions nationaux dans ces secteurs. Le grand chantier de la prochaine CAN mène le Premier ministre au stade en construction de Korogo. Mettre les bouchées doubles pour que les infrastructures soient livrées dans les délais. Korogo est l'un des sites sur lesquels vont se tenir un certain nombre de matchs. Et pour cela, un certain nombre d'infrastructures sont construites, en particulier le stade. Nous avons également la réhabilitation de l'hôpital qui doit se faire. Nous avons un site qui va accueillir également les athlètes. Les travaux sont en cours. Nous avons donc saisi cette opportunité avec Monsieur le ministre du Sport et le président de la COCAN pour voir si nous étions capables de tenir les délais et le cas échéant, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour accélérer le processus. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, je dirais les travaux ici et là ont pu être ralentis. Aujourd'hui, nous venons d'avoir l'assurance des acteurs sur le terrain que les délais devraient normalement être tenus. Mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite et d'une façon globale de la journée que nous avons passée. Plusieurs autres régions devraient recevoir ces visites de travail du chef du gouvernement. Et nous quittons Korogo pour Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, a reçu l'ambassadeur de l'Israël en Côte d'Ivoire. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été évoquées et le diplomate israélien a surtout tenu à saluer le soutien de la Côte d'Ivoire qui a permis le retour de son pays dans les instances de l'Union africaine. Kader Sogodogo. Siège du Sénat Yamoussoukro, il est 10h30. L'ambassadeur de l'État d'Israël, son Excellence Léo Vinovesky, fait son entrée. Il est accueilli par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. Les deux personnalités vont échanger durant une demi-heure sur les relations entre leurs deux pays. Pour le président du Sénat ivoirien, il est clair que les relations qui sont déjà au beau fixe doivent s'intensifier davantage. J'ai évoqué avec son Excellence ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire la possibilité d'approfondir, d'élargir cette coopération, surtout dans le domaine de l'éducation. Comment ne pas envoyer certains jeunes ivoiriens être formés en Israël, carrément développés, aborder des bourses, mais aussi avec les quelques entreprises israéliennes implantées autour de Yamoussoukro, notamment à Tibissou, dans la zone, entreprise de transformation de l'anacarde, de la production de la tomate, comment les sénateurs puissent un jour aller visiter tout cela pour qu'on apprenne à se débrouiller mutuellement. Cette audience est une occasion pour les diplomates israéliens de remercier la Côte d'Ivoire pour son soutien sans faille. Nous sommes en train de multiplier le bon dialogue, le très bon dialogue. Je voudrais aussi souligner notre grand remerciement à la Côte d'Ivoire pour le soutien donné à Israël pour notre retour à l'Union africaine ces derniers les mois de juillet, dans lesquels notre ambassadeur à l'Éthiopie a donné la lettre de créance au président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. C'est grâce à un pays ami comme la Côte d'Ivoire. Pour le soutien de la Côte d'Ivoire, je voudrais profiter de cette opportunité pour dire un grand merci à M. le Président, à travers de lui, à tout le leadership de la Côte d'Ivoire, spécialement le Président Alassane Ouattara. Avant de quitter Yamoussoukro, son Excellence Léo Vinovesky a informé le président du Sénat de la célébration prochaine de 60 ans de relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les forces armées et la gendarmerie nationale voient leur capacité opérationnelle renforcée. 98 véhicules neufs viennent ainsi étoffer leur patrimoine pour plus d'efficacité sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a procédé à la remise symbolique de ce matériel roulant à Boussanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, renforce le patrimoine des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Ce sont au total 98 véhicules de marque. Ils ont été remis à l'état-major général des armées, au commandement supérieur de la gendarmerie nationale et à l'administration centrale par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les présents véhicules tactiques de haute mobilité viendront renforcer le parc automobile des armées, engagé en zone opérationnelle nord et dans les opérations frontières étanches et est et ouest,
en leur apportant une capacité supplémentaire d'environ 700 personnels, soit la valeur d'un bataillon organique. Je vous prie de bien vouloir faire l'interprète auprès du Conseil national de sécurité et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de notre détermination à toujours mériter ce soutien à travers un engagement plus accru dans l'exécution de nos missions. Le ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara, a traduit la gratitude et la reconnaissance des forces armées du Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale au président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie est encore une fois l'illustration parfaite des efforts que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République et chef suprême des armées, ne cesse de consentir pour doter notre outil de défense de moyens indispensables à la réussite de ses missions sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Cette attention du président de la République est motivée par votre engagement et votre résilience face aux ennemis et bandes armées de plus en plus perfides et de plus en plus complexes. Ce matériel de haute mobilité et facile d'entretien se répartit comme suit. 42 véhicules pour l'administration centrale et le commandement supérieur de la gendarmerie nationale et 56 pour l'état-major général des armées. Dans le dossier EcoPlus de ce 20h, on parle de l'orpaillage clandestin et nous vous conduisons au cœur d'une opération de démantèlement dans la forêt classée de la Ténée. Un réseau d'orpailleurs clandestins s'y était installé depuis déjà des mois. 21 personnes ont été interpellées. Jean-Luc Bangbo et Traoré Zakaria ont suivi en exclusivité cette opération en pleine nuit. Cours de l'assaut des forts à Cocody. Il est 20h quand le lieutenant Landry Maï, chef du service contrôle forestier, passe ses troupes en revue. Ce soir, c'est le dernier acte d'une mission qu'ils ont préparée depuis plusieurs semaines. Le démantèlement et l'interpellation d'un groupe d'orpailleurs clandestins dans la forêt classée de la Ténée à Oumé. Une mission qui ne s'exécute que tard dans la nuit. Une mission dangereuse. Ces images sont exclusives. C'est la première fois qu'une équipe de reportage est acceptée par cette unité d'élite à l'intérieur d'une telle expédition. Disons qu'il est minuit 35. La forêt classée de la Ténée se situe à 247 km d'Abidjan. 1h du matin, l'heure de passer à l'action. Le lieutenant Maï donne les dernières consignes. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va sur un terrain inconnu. Je ne vais entendre aucun coup de feu sans que j'en donne l'ordre. C'est une mission d'embuscade. On en prend le maximum sans tirer un seul coup de feu. Une intervention qui se construit autour de maîtres mots, discrétion et prudence. Tout ici se fait dans la pénombre, sur un terrain infesté de puits, creusé par les orpailleurs. Munis de torches, les membres de l'équipe ne tardent pas à faire leur première saisie. C'est cette moto que nous venons de saisir à 2h du matin. Les occupants de cette moto ont pris la fuite. Mais comme c'est le début de la mission, je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir. Ils ne croyaient pas si bien dire. Moins de 5 minutes après, l'équipe tombe sur les premiers clandestins. Hey, arrête, arrêtez-vous. Hey. Le fuyard sera interpellé après une course-poursuite dans la nuit. Tout comme cet autre qui se fait passer pour un mécanicien pour échapper à l'interpellation. Tu es quoi? Ah, mon ami, dis-le quoi? Mécanicien. L'équipe multipliera les courses-poursuites, les interpellations et les saisies durant toute la nuit. Jusqu'au petit matin, ce sont au total 21 orpailleurs qui seront interpellés. Leurs moyens de locomotion ainsi que leur matériel de travail entièrement saisi, tout comme leur butin, ces sacs de pierre censés contenir des filons d'or. Un beau coup de filet pour le lieutenant Maï et ses hommes.
L'heure des regrets pour les orpailleurs. Moi, chef, je suis mort seulement. Je vous demande pardon. Avec le lever du jour, on mesure enfin l'ampleur des dégâts causés par ce groupe. Plus d'un hectare de forêt classée parsemée de puits, certains pouvant atteindre même les 30 mètres de profondeur. C'est ce genre de pierre-là qu'ils recherchent. Et apparemment, dedans, il y a de l'or. Donc ils prennent, ils les mettent dans des sacs. Il y a des motos-taxis qui quittent le village de Kwamefla pour venir sur le site ici, ramasser tous les sacs et puis aller maintenant au village où ils ont des concasseuses et des broyeuses pour broyer et puis après, avant de laver, pour extraire l'or. La forêt classée de la Ténè reste l'une des plus prisées par les orpailleurs qui lui attribuent un sous-sol riche en or. Vrai ou faux, toujours est-il que l'activité est interdite par la loi et son impact sur l'environnement des plus désastreux. Voici le trou à côté, voici le pied de tech qui est presque déraciné. Et c'est un peu partout comme ça sur le site. Et souvent même, quand ça gêne, ils coupent. Nous avons mené plusieurs actions. On a pris plusieurs fois des personnes, on a détruit plusieurs fois le matériel. Quand nous faisons des missions, nous les prenons, les remettons à la justice. Entre mars 2019 et octobre 2021, ce sont 51 personnes qui ont été interpellées dans cette forêt classée de la Ténè. Une quarantaine d'engins et de matériel de travail également saisis. Malgré les longues heures de sensibilisation menées par le service de contrôle forestier et l'unité de gestion des forêts de la Ténè, le phénomène de l'orpaillage clandestin semble ne pas reculer. Les agents de la SODEFOR dénoncent même des complicités internes, des complicités au sein des villages environnants. Des villageois qui offrent gîtes, couverts et protection aux orpailleurs clandestins contre des espèces sonnantes et trébuchantes au détriment de la lutte de la préservation de la forêt. Le village de Kwamefla est situé à 5 km de la forêt classée. Régulièrement sur le banc des accusés, ce coup de filet est une occasion pour sensibiliser une fois de plus ses habitants. Nous, on ne peut pas être complices de ceux qui viennent s'installer. Vous savez, nous sommes dans un village. Quand ça va, c'est le village qui en bénéficie. Mais si on prend le mauvais côté, ça va détruire aussi le village. Il faut dire que la majorité, ce sont les étrangers, hein? Les 99%. Voilà. Maintenant, si les jeunes Ivoiriens rentrent, c'est parce qu'ils constatent que les jeunes viennent d'ailleurs et ils gagnent. Pendant ce temps, à la base vide de l'unité de gestion forestière de la Ténè, ce sont les auditions des interpellés de la nuit. Bien que pris en flagrant délit, les orpailleurs nient tout en bloc. Bon, oui, je connais le forêt classée. Je sais qu'il y a un site orpailleur de forêt classée, mais je ne travaille pas là-bas. Les orpailleurs clandestins ont été présentés au procureur de la République d'Oumé après notre départ. 19 parmi eux ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. 30 millions de francs CFA à payer à la SODEFOR et 50 millions de francs CFA à l'État. Les non-nationaux, eux, seront interdits de séjour sur le territoire ivoirien pour 10 ans, après avoir purgé leur peine. Lutte contre l'orpaillage clandestin, opération de démantèlement dans la forêt classée de la Ténè, un dossier réalisé par Jean-Louis Gbagbo et Traoré Zakaria. On parle économie avec la Direction générale des impôts qui a lancé aujourd'hui la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Une opération en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, qui a pour objectif de faire de l'impôt foncier un impôt leader en Côte d'Ivoire. Pour l'exercice 2021, ce sont 132 milliards de francs CFA que la Direction générale des impôts a pour mission de collecter. Depuis quelques jours, des photos illustrant la dégradation avancée du bitume sur l'axe Toumodi-Oumé, livré il y a à peine un an, ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce mardi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur place. Il ressort de cette visite que seulement 1% de ce tronçon long de 60 km est en légère dégradation. Pour cause, un nouveau type de revêtement de la voirie qui est en expérimentation sur le tronçon. 26 octobre 1961, 26 octobre 2021, 60 ans que Radio Côte d'Ivoire émet. Le plus vieux média de la Côte d'Ivoire célèbre cette date anniversaire. Et à cette occasion, le directeur général de la RTI, Fosséni Diambélé, a plaidé pour la construction d'un siège moderne avec le regroupement de toutes ces entités. Isaïo.
Premier média dans le paysage de la presse ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans. Occasion pour les responsables de ces stations de services publics de faire un bilan et d'envisager les perspectives. Elle a contribué pendant 6 décennies à travers ses programmes à l'œuvre de construction économique, sociale, culturelle, sportive, voire politique de la Côte d'Ivoire moderne et à l'information et la formation des populations ivoiriennes. Le pouvoir de la télévision, de la vidéo et de l'Internet n'a pas altéré l'amour de la radio dans nos cœurs. Radio Côte d'Ivoire a encore un long bail avec ses auditeurs. Il s'agit d'un lien viscéral, d'une histoire portée par au moins 2 générations d'auditeurs. De grandes voix et des émissions cultes ont permis à la radio d'asseoir une notoriété en Côte d'Ivoire. Une assise que le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, met à profit pour faire des doléances pour l'ensemble de la maison qu'il dirige. Nous avons un programme important pour la mutualisation des équipes et des potentialités que nous avons dans la maison à travers le projet de transfert des radios sur le site de Cocody. Cela nécessite la construction d'un immeuble ultra moderne avec des équipements qui permettront d'être à la pointe du secteur. Ce déménagement aura besoin de l'important soutien de l'État. En réponse, le représentant du Premier ministre, Moussa Sanogo, rassure quant à l'engagement de l'État pour satisfaire cette doléance. J'ai également noté l'insoutenable pression que le directeur général a mise sur le ministre du Budget concernant le siège ultramoderne à bâtir de la RTI. J'en prends bonne note. Je pense qu'on aura l'occasion d'examiner ça de près. Ce 60e anniversaire est aussi une occasion pour les hommes et femmes des médias de jeter un regard sur cette chaîne. 60 ans, c'est l'âge de la maturité, de la grande maturité. Radio Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire se positionne parmi les grandes radios nationales de ce pays et c'est une fierté pour moi qui suis une ancienne. La technique évolue. La technologie actuelle fait que d'une année à l'autre, vous avez le matériel qui change du tout au tout. Dans ces conditions, il faut que la formation suive. Ça a été une des premières expériences journalistiques. Je l'ai faite au sein de la radio. Et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Bon, évidemment, maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Mais moi, je crois qu'il faut surtout que la radio comprenne qu'elle n'est pas un média secondaire. 2 thèmes. Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public, et Radio Côte d'Ivoire à l'ère du numérique. Enjeux et perspectives ont permis aux panélistes d'édifier davantage les auditeurs sur le travail de Radio Côte d'Ivoire dans le paysage médiatique ivoirien. Et Radio Côte d'Ivoire qui a fait de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité. Voyons ensemble le point pour ce 26 octobre en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé enregistre 13 nouveaux cas de coronavirus, 29 guéris et 1 décès, ce qui porte à un total de 221 cas confirmés dans le pays, dont 59 852 personnes déclarées guéries et en tout 691 décès, avec 678 cas encore actifs dans le pays. On compte 3 105 720 doses de vaccins anti-Covid administrées. Et pour plus d'efficacité dans cette lutte contre la Covid-19, toutes les communes sont dotées de leur propre centre. Celui du plateau est malheureusement parti en fumée dans la nuit du 25 au 26 octobre. Les flammes n'ont rien laissé derrière elles et pour le moment, l'origine du sinistre reste inconnue. Un point cette fois positif pour le dispositif sanitaire mis en place contre le coronavirus. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a fait un don de kits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA en faveur des personnes vulnérables. Des produits de première nécessité comme le riz, le sucre, le savon et des gels hydroalcooliques. Cet appui de la Chine vient aussi pour soutenir les actions de solidarité et de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Le ministre-gouverneur du district de la Comoé, en tournée dans la région du Moronou, il échange directement avec les populations de la région. Pendant 2 jours, Pascal Abinankwakou a sillonné les villes d'Ara, Mbato et Bongwanou. Le reportage est signé Hermaniamia. Après la région du Sud Comoé, le ministre-gouverneur du district de la Comoé dans la région du Moronou, Pascal Kwakou Abinan, est venu se présenter aux populations de cette région afin de bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de sa mission. En 2 jours de tournée, il a sillonné les villes d'Ara, de Mbato et de Bongwanou. Je suis venu solliciter votre adhésion et vous demander de vous l'approprier pour que dans une synergie d'action, nous atteignions notre objectif. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, qui était aux côtés de Pascal Abinankwakou au cours de cette tournée, a indiqué que cette visite est appropriée car elle lui donne la possibilité d'expliquer aux populations la mission qui lui a été confiée. Il y a le conseil régional qui existe, il y a les communes qui existent, il y a les préfets qui sont là. Quel serait le rôle de chacun? Il faut discuter un peu de tout cela. Et je crois que c'est ce qu'il est venu faire. Les populations ont félicité le ministre-gouverneur pour sa nomination et lui ont assuré de leur soutien total. Nous ne faisons que dire merci au chef de l'État, au Premier ministre Patrick Achi, au président Awandoli Théophile et dire au ministre-gouverneur qu'il a tout le soutien de la population de Bongwanou pour l'accompagner dans cette noble mission. Nous repartons d'ici avec une très forte impression. Une impression d'adhésion aux missions que le président de la République a bien voulu confier au ministre-gouverneur. La population y adhère, les cadres y adhèrent, puisque tous les cadres de la région du Moronou étaient tous présents. Le district de la Comoé compte un peu plus d'1 500 000 habitants. Il compte 3 régions, le Sud Comoé, le Moronou et l'Indénié Guablin. Direction l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une étude pilote sur le secteur des métiers porteurs a été lancée. Il s'agit d'actualiser la carte des formations en fonction des besoins de l'économie ivoirienne. Serge Pacom-Didi et Patricia Omoetia. Le problème de l'inadéquation formation-emploi continue d'être au cœur des préoccupations, d'où la tenue d'une étude pilote sur le secteur des métiers porteurs. Agriculture, foresterie, ressources animales et halieutiques, industrie agroalimentaire et TIC, médias et télécommunications sont les 3 branches professionnelles concernées pour cette étude pilote. Les conclusions sont très attendues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour actualiser la carte des formations universitaires en fonction des besoins de l'économie ivoirienne. Ce séminaire va nous permettre, entre autres, d'avoir une idée du bassin de l'emploi, c'est-à-dire les emplois existants, qu'éventuellement nos apprenants pourraient occuper à la sortie de l'école, et même les emplois de demain, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire évolue. Si vous prenez le PND 2021-2025 déjà, il s'appuie sur ce qu'on appelle Prospective Côte d'Ivoire 2030. Donc il faut voir dans l'avenir quels sont les métiers nouveaux qui vont se créer. Et à partir de tout cela, on cherche les référentiels de compétences qu'exigent ces emplois existants ou à exister. Et à partir de ces référentiels de compétences, on décline le contenu de formation que les élèves et étudiants, pour ce qui nous concerne, que les étudiants doivent avoir. Cette étude pilote bénéficie du soutien de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. La France réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions à l'employabilité des diplômes des universités et grandes écoles. Chaque année, 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Il faut qu'ils trouvent du travail et donc il faut qu'on les forme dans des matières où ils pourront trouver du travail. Je vois bien que, 1, c'est une priorité absolue en Côte d'Ivoire et vraiment je trouve que c'est très bien. 2, je vois l'ensemble des autorités ivoiriennes, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse, le ministre de l'Éducation, le ministre de la formation professionnelle et on voit que ces 4 ministres travaillent de manière cohérente ensemble pour trouver les meilleures solutions pour que, effectivement, les jeunes, après leur parcours, trouvent du travail. Le Conservatoire national des arts et métiers, CENAM, et le Centre de prospective de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, sont les structures choisies pour conduire cette étude afin que la recherche scientifique puisse impacter le développement en Côte d'Ivoire.
Ponvogo, à 15 km de Korogo, l'école primaire publique a reçu des kits scolaires et les élèves ont en plus reçu des tenues scolaires et des vélos pour ceux qui ont été admis en classe de 6e. Des dons de la Fondation Tchépé et la Fondation Children of Africa à Mississauga. Ces pas de danse des parents et élèves pour traduire leur joie à la réception des kits et tenues scolaires ainsi que des chaussures. Un grand soulagement pour eux en cette rentrée scolaire. Nous sommes à Ponvogo, à 15 km de Korogo. C'est le don de Ibrahim Koulibaly, directeur de communication de la première dame Dominique Ouattara, à travers la Fondation Tchépé de Ponvogo, avec le soutien de la Fondation Children of Africa et de la mutuelle de développement du village de Ponvogo. Il s'agit pour le donateur d'aider les parents à faire face aux charges, également faire de l'école pour tous une réalité dans la région. La Fondation Tchépé, qui a pour devise « Bâtir ensemble pour construire demain », a une passion, celle d'aider. Nous espérons que ces enfants-là pourront donc donner le meilleur d'eux-mêmes, que la communauté éducative pourra également donc s'investir pour produire donc des résultats de qualité. Au titre des dons, cette bicyclette également destinée à 7 élèves de Ponvogo admis à l'entrée en 6e pour faciliter leur déplacement. Leur collège étant situé à Koni, à 6 km de leur village. Le corps enseignant aussi n'a pas été oublié. Il bénéficie de matériel pédagogique. Le premier responsable de l'inspection de l'enseignement primaire de Korogo Nord traduit toute la gratitude des parents et des enseignants à la Fondation Tchépé. L'État ne peut pas tout faire. Et c'est ainsi qu'on a besoin de l'accompagnement des personnes physiques et morales pour booster nos actions sur le terrain. Et c'est en cela que je félicite la Fondation Tchépé pour cet accompagnement qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement et qui permettra également d'améliorer les conditions de travail. Pour permettre à tous les élèves de l'école primaire publique de Ponvogo d'être assidus au cours, la mutuelle de développement du village, en partenariat avec la Fondation Tchépé, a offert des vivres à la cantine scolaire, essentiellement du riz, du sel, de l'huile et de la tomate concentrée. En religion, la célébration du Maolid à Odiéné et dans le village de Kélenjan, le grand rassemblement dure plusieurs jours. Voyons cela avec Isaïo. Louange des cœurs et culte des dévotions au prophète de l'islam dans le Kabadougou. Chaque année à Odiéné, le mois de Rabi al-Awal, mois de commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, est célébré. La nuit d'aujourd'hui est une nuit qui vient renforcer notre foi, mais surtout, ça a été une nuit dédiée au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus prier pour le président Alassane Ouattara parce qu'il est pour nous le condensé de nos espérances pour l'ensemble des Ivoiriens et pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire rassemblée. Moment de pureté mis à profit pour parler de développement. Au nombre des participants, le ministre-gouverneur Gaussou Touré à la tête d'une forte délégation de cadres et d'élus. Après la prière, place au lancement du projet de construction d'un cour royal dans le district du Denguélé. Il faut que le Denguélé, par son histoire, la grandeur de son histoire et la dignité qui a toujours habité les populations du Denguélé, il est bon qu'elles s'écrivent à travers justement ce genre de projet qui contiendra un musée qui permettra aux générations futures de savoir qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ce qui est le plus important pour un district, c'est d'abord notre culture. Donc, je peux vous rassurer que la culture sera un des pans les plus importants des actions du district de Denguélé. Donc, ce programme s'inscrit pleinement dans ce que nous voulons faire pour le Denguélé au niveau culturel. Pratique populaire en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le Maouloud a été institué en 1991 au rang des fêtes religieuses nationales au même titre que l'Aïd pour les musulmans, Noël et Pâques pour les chrétiens.
Et c'est à Odiéné que ce journal prend fin. Merci à tous de votre attention. Agréable fin de soirée sur RTI 1.